dans cette première année de législature, vous savez, nous avons eu à examiner 27 projets de loi. 27 projets de loi, c'est important. Ça donne sur les 8 mois de session pratiquement une moyenne de 3 à 4 lois que nous étudions tous les mois pour pouvoir justement procéder à leurs études aussi bien au niveau des commissions techniques qu'au niveau des plénières. Et la première confrontation que nous avons eue dans cette assemblée a été le vote de la loi de finances. Aussi bien la loi de finances initiale que la loi de finances rectificative. Ça, c'est des questions économiques. Et il ne faut pas oublier que les questions économiques sont essentielles. La vie de l'Assemblée ne se résume pas à des débats politiques, à des combats politiques. Il y a d'abord ce qui nous fait vivre tous. C'est justement cet aspect économique des choses qui fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux fonctionnent, ce qui fait qu'aujourd'hui, les routes se construisent, qui font qu'aujourd'hui, les pistes se construisent, qui font qu'aujourd'hui, des programmes de forage sont mis en œuvre, l'électrification, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, se font, en tout cas, à un rythme qui correspond en tout cas aux besoins des populations. Ça, c'est important. Aussi bien donc la loi des finances initiale que la loi des finances rectificatives. Mais aussi, il y a eu un projet extrêmement important, c'est la loi autorisant le président de la République à ratifier le traité sur l'exploitation du gaz qui a été découvert à la frontière du Sénégal et de la Mauritanie. Cela aussi va impacter de façon positive donc, la vie de tous les jours des Sénégalais. Cela n'occulte pas aussi les questions politiques qui ont traversé cette première année de législature, notamment avec la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit a été fait autour de cette levée de l'immunité parlementaire. Mais aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Moi-même, j'ai été le président de la commission ad hoc et je me suis évertué à dire pendant toute la durée de la procédure que la commission ad hoc avait respecté à la lettre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et que j'avais mis au défi tout le monde de pouvoir dire un seul jour qu'on s'est écarté des procédures de droit qui sont encadrées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'entends la Cour de justice de la CEDEAO dire que toute la procédure a été respectée et que même si le député Khalifa Sall n'avait pas été entendu par la commission ad hoc, c'est plus de son fait que, en tout cas, d'une volonté de la commission de ne pas l'écouter. Mais c'était plutôt une volonté de ses avocats de dire que Khalifa ne sera jamais entendu tant qu'il n'était pas libre. Mais enfin, tout ça, ça participe de la vie parlementaire et que nous avons pu, en tout cas, en ce qui nous concerne, faire le travail en âme et conscience et dans le respect strict du droit, dans le respect strict du livre, en tout cas, qui nous encadre et qui donne une certaine légalité à toutes les actions que nous faisons, qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui, je le souligne, est une loi organique. Vous savez, moi, en tant que parlementaire et en tant que Sénégalais qui respecte les institutions, je suis pour la séparation des pouvoirs. Autant j'ai défini tout à l'heure nationale, j'ai défini les prérogatives de l'Assemblée nationale qui vote les lois. Autant l'institution judiciaire rend la justice au nom du peuple sénégalais. Et c'est une institution à part entière. J'ai dit depuis le départ que l'affaire Khalifa Sall était une affaire de droit commun. Khalifa a été inculpé pour des faits. Ces faits, le juge s'est prononcé en première instance en disant que de quoi il s'est agi, il s'est agi d'utilisation de l'argent public à des fins pour lesquelles ce n'était pas destiné. Et il y a eu du faux en écriture. Je crois que la bataille aurait dû être menée sur ces points-là. Maintenant, je comprends ce qu'ils font.
Parce que quand Khalifa Sall était déjà dans les liens de la détention, parce qu'inculpé avant même d'être jugé, les gens avaient trouvé qu'il fallait qu'on l'investisse sur une liste à la proportionnelle, où il avait toutes les chances d'être élu député. Le début de la politisation commence à partir de là. L'attitude qu'ils ont choisie, c'est justement de le mettre dans une liste, dans une position où, inévitablement, il serait élu. Et c'est ça le début de la politisation. Ensuite, maintenant qu'il est élu, pourquoi on l'a gardé, pourquoi on ne l'a pas gardé, alors le débat a commencé à ce niveau-là. Mais ce que je dis, c'est que au Sénégal, le Sénégal est un pays de droit. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, juste après le jugement en première instance, les juges, ils ont introduit un recours. Mais ils ont introduit le recours au niveau de la Cour d'appel. Quand vous introduisez un recours à une juridiction supérieure, c'est parce que vous vous attendez à ce que le droit soit dit aussi au niveau de cette juridiction supérieure. L'avis et les démarches qu'ils ont fait au niveau de la CEDEAO, c'était une autre démarche parce qu'il y a une juridiction maintenant qui n'est pas nationale, qui est donc sous-régionale, que les gens ont saisi. Mais regardons bien ce que les juges, des juges de la CEDEAO, ils posent un certain nombre de problèmes. Vous voyez, la présomption d'innocence. Parce que le procureur, il a fait une sortie, il n'aurait pas dû le faire. Oui, que le prévenu aurait dû, durant l'enquête de police, être accompagné d'un avocat. Voilà, ça c'est des questions. Oui, effectivement, entre le moment où le juge constitutionnel a déclaré que Khalifa était député et le moment où on a levé son immunité parlementaire, il y a eu un temps où, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas conforme et condamne le Sénégal à payer à tous les prévenus, pas seulement à un prévenu, parce que c'est au pluriel et c'est important. Or, ils sont 6 ou 7 prévenus à leur payer solidairement 35 millions. Voilà le jugement de la CEDEAO. Ce n'est pas autre chose. D'abord, j'ai toujours dit que personnellement, maintenant ma personne n'est pas trop importante. Je crois que le parrainage aurait été proposé par le groupe de l'opposition, je l'aurais voté, par conviction. Parce que je crois que notre démocratie a besoin d'évoluer. Parce que moi, je crois effectivement aux combats qui sont des combats qui ont été menés par des générations. Et moi-même, je ne peux pas m'exclure de ceux qui ont mené un combat pour le renforcement de la démocratie au Sénégal. Je crois que aussi la démocratie doit s'inspirer de l'expérience et des traumatismes que le Sénégal a vécu. Parce que la démocratie est un choix. Mais pour qu'il puisse être un bon choix, mais il faut quand même qu'on t'offre la possibilité de choisir. Or, le parrainage en soi-même est un filtre pour notre démocratie. Je crois que la fonction présidentielle est une fonction, et toutes les autres fonctions d'ailleurs. Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est l'élargissement du parrainage à tous les types d'élections et à tous les candidats. Parce que n'oublions pas que depuis le code de 92, le parrainage existe. Mais c'était un parrainage qui était appliqué qu'aux candidats indépendants. Aujourd'hui, nous sommes en train de démocratiser en disant qu'il faudra que aussi bien les candidats indépendants que les candidats issus de partis ou de coalitions de partis puissent être parrainés par un pourcentage minimum entre 0,8 et 1% du fichier électoral. Nous n'avons pas inventé le parrainage. Le parrainage existe dans plusieurs démocraties et sous diverses formes. Aussi bien en Afrique qu'en Europe. Certains ont choisi de faire le parrainage par des élus. Le Sénégal n'a pas fait ce choix. Imaginez si on avait fait le choix du parrainage par les élus, en ce moment, ce serait très facile pour toute l'opposition de dire, puisque les élus à 85% sont des élus de l'APR, donc nous, on est bloqués, on ne pourra pas avoir de candidat. Le président. Mais on a fait la proposition d'aller vers un parrainage citoyen, où chaque personne pouvant regrouper entre 0,8 et 1% du fichier électoral, qu'on puisse véritablement accepter sa candidature, ce qui est un filtre pour la démocratie et qui permet une clarté dans les choix que nous allons opérer demain.
Oui, alors, oui, il y a eu deux phases. Il y a eu la première phase où il fallait inscrire donc, dans la Constitution le principe du parrainage. Ça a été promulgué, il fallait maintenant le traduire dans la loi électorale. Cela aussi a été fait. Parce que c'est ça l'applicabilité, c'est ça les principes pratiques. C'est-à-dire comment on va faire le parrainage, comment le faire, comment on va filtrer, comment on va faire les contrôles. Tout ça a été fait. Et nous attendons simplement que le ministre qui a en charge les élections puisse travailler de façon consensuelle pour qu'on puisse savoir comment sera la fiche justement de parrainage. Quels sont les éléments que ça doit comporter. Une fois que cela est fait, je crois que tous les partis ou toutes les personnes ou en tout cas toutes les coalitions de partis et même les indépendants, toute personne qui veut concourir, qui veut être de mes candidats, puisse passer par ce filtre en utilisant justement ce bulletin qui va être un bulletin consensuel et pour pouvoir justement aller vers les Sénégalais et recueillir le nombre de signatures nécessaires à l'acceptation de sa candidature. C'est le process où on peut appeler ça la candidature à la candidature. Une fois maintenant que ces candidatures-là seront acceptées par le Conseil constitutionnel, qui est le seul juge en matière d'élection présidentielle, en ce moment, on va pouvoir lancer la campagne présidentielle et aller aux élections librement. Moi, je crois que très sincèrement, la question du parrainage, c'est pas du nouveau. Et je crois que ce Sénégal-là, qui a eu dans le passé à pouvoir justement contrôler le parrainage pour les particuliers ou pour les candidats indépendants, va utiliser les mêmes méthodes, peut-être en multipliant peut-être les ressources par un certain nombre pour pouvoir le faire pour tous les candidats. Aujourd'hui, on est en train simplement d'élargir le parrainage à toutes les candidatures aux élections présidentielles. Et au-delà des élections présidentielles, ce parrainage aussi va s'appliquer au niveau des élections législatives, au niveau des élections locales, aussi bien les élections des maires que les élections des présidents de conseil départemental. Écoutez, moi je sais que dans la loi électorale, en l'article 57, il a été dit que tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature à l'élection présidentielle. Je crois que aussi tout Sénégalais électeur pourra demain faire acte de candidature à l'élection d'une mairie. Parce que, très franchement, quand on veut être candidat en poste et qu'on veut amener les gens à voter pour vous, le premier acte que vous devez poser, c'est voter pour vous-même. Si vous ne pouvez pas voter pour vous-même, je pense que vous n'êtes pas qualifié pour être un candidat pour l'élection pour laquelle vous voulez, en tout cas, que les électeurs votent pour vous. Ça me paraît vraiment très, très trivial. Maintenant, les raisons pour lesquelles M. Karim Wade n'a pas été inscrit sur les listes électorales, je crois que les services de la direction des élections ont donné des explications. Je suis surpris de voir qu'au Sénégal, on cherche à particulariser des cas. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire qu'il y avait plus de 5000 cas de rejet. En quoi ces 5000 cas-là, on devrait les oublier pour nous concentrer que sur un cas? Et c'est là la question qu'il faut se poser. C'est encore, on est en train de chercher à politiser ou à victimiser des gens qui, en fait, ne sont victimes que de leur propre turpitude. Et je crois que vraiment ça aussi, il faut clarifier ça au niveau des Sénégalais. Maintenant, par rapport à la déclaration, je préfère vraiment ne pas faire de commentaires. Parce que je considère que quand vous avez 92 ans, que vous avez été un président de la République, que vous avez usé de tous les honneurs dans ce pays, et que vous continuez même d'en user, parce que les anciens présidents de la République ont un statut spécial. On les appelle encore présidents de la République. Et ils ont encore des faveurs qu'ils reçoivent de la République. Je crois que quand vous êtes dans cette posture-là,
il y a des déclarations que vous ne devez pas faire. Et moi, en tout cas, en tant que député du peuple sénégalais, je refuse de faire un commentaire par rapport à ça.